Bonjour et bienvenue dans un nouvel opus de Portrait chinois. Alors, héritier moderne des télécrochets d'autrefois, les talent shows et les concours télévisés en tout genre font de vrais cartons d'audience. Chanteurs, comédiens, acrobates, cuisiniers et pâtissiers amateurs, voire même parfois professionnels, sont de plus en plus nombreux à confronter leur talent au jugement pas toujours bienveillant de jurés professionnels. Mais une fois terminé le générique de l'émission, si les gagnants rencontrent souvent le succès dans leur domaine respectif, qu'en est-il pour les artistes, souvent aussi talentueux que les gagnants, qui occupent les marches suivantes du podium? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec nos invités du jour. Tout d'abord avec Diez, alors une artiste complète puisqu'elle produit elle-même de A à Z tous les titres qu'elle interprète. Diez, c'est l'une des artistes qui a marqué l'émission The Voice, dont elle a été finaliste en 2013, c'est ça? Bonjour Diez. Bonjour, bonjour. Alors, on accueille également Tariq, qui excelle dans le stand-up et qu'on avait pu découvrir grâce au Jamel Comedy Club. Alors, un stand-up pas très académique, toutefois, parce qu'il laisse une très large part à l'improvisation. Ouais. Tariq a accédé à la finale de la dernière édition de La France a un incroyable talent. Bonjour Tariq. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, une première question qui s'adresse à tous les deux et que je me suis posée, donc je vous la pose. Est-ce que ça vous gêne quand on compare souvent les talent shows à de la télé-réalité? Alors, est-ce que ça vous gêne est-ce que ça vous agace qu'on compare des artistes qui défendent un travail, un talent, avec des candidats d'émissions comme Les Anges ou Secret Story, dont la seule ambition est de devenir célèbre en fait? Moi, d'ailleurs, je découvre qu'on compare ces émissions. On compare ces émissions à des télé-réalités, je ne le savais pas, franchement, je ne vais pas faire la langue de bois. Je l'ai souvent entendu, oui, mais… Moi, je ne le savais pas. Maintenant, je ne l'ai pas vécu comme tel parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été suivi, moi, pendant tout… Parce que la télé-réalité, c'est qu'on est suivi au quotidien, tous les jours, dans notre intimité. Moi, je suis venu 2 fois, en fait, tu vois. Donc, je suis venu une première et une deuxième fois. Je n'ai même pas fait les demi-finales parce que j'ai eu un Golden Buzzer. Oui, vous avez un Golden Buzzer de David Ginola. Exactement, qui m'a envoyé directement en finale. Que vous avez un peu écharpé dans votre premier sketch, d'ailleurs. Ouais, je pense là… Après coup, oui, je pense l'avoir mérité. Mais sur le coup, effectivement, on a l'impression que je ne le mérite pas. Mais voilà, après, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais sur scène. Donc voilà, j'ai fait ce que je savais faire. Donc, j'ai été récompensé pour ce que je savais faire. Mais je n'ai pas vécu comme ça. Donc, je suis venu que 2 fois. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont rentrés vraiment dans ma vie. Donc, et comme l'émission, moi je l'ai faite un peu à l'arrache, j'ai découvert le truc sur place, je ne savais même pas ce qui se passait, jusque même en finale, je ne savais même pas ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Vous êtes passé un peu pour un flemmard au début, parce que vos sketchs, comme il y a une large part d'impro, on a l'impression que rien n'était écrit en fait. Alors que rien n'était écrit, bien sûr. Non, il y avait une partie qui était écrite, une partie qui était laissée à l'impro. De toute façon, c'est comme ça que je fonctionne sur scène. J'ai une partie d'écrit, une partie d'impro. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Sur l'émission, ils sont très habitués à voir des talents bien ficelés, des numéros bien rodés, tout ça. Et moi, je suis arrivé avec quelque chose qui était pas du tout carré, mais c'était maîtrisé en fait. C'est pas carré, mais maîtrisé. Et eux, ils ont pas l'habitude de ça. Ça correspond au personnage de Tariq. Voilà. Et après, non, j'ai pas l'impression que ça soit une télé-réalité, parce que quand même, les télé-réalités, quand on voit les candidats, nous, enfin, je parle pour peut-être en nom de ma oui, c'est-à-dire c'est de moi. Mais nous, on est déjà chanteur ou comédien avant de faire l'émission. Oui, c'est votre cas tous les deux. D'ailleurs, vous aussi, dès 13 ans, vous faisiez des energy shows, donc avec des grosses scènes, etc. Et disons que c'est The Voice qui vous a révélé un peu plus au grand public, mais vous aviez déjà une expérience professionnelle, une expérience de scène. Alors vous, cet amalgame entre la télé-réalité et les talent shows, c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu, contrairement à Tariq. Est-ce que ça vous agace? Alors moi non, je rejoins Tariq sur ce point, c'est-à-dire qu'il ne me semble pas qu'on fasse cet amalgame-là. Effectivement, les artistes qui passent dans des télécrochets, être un chanteur, être un comédien, être quelqu'un qui fait du stand-up, c'est un métier en fait. On parle de faire un métier et de le présenter dans un télécrochet. Je ne pense pas que le métier, participant à un show de télé-réalité soit un métier. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit répertorié dans la liste des métiers. Donc voilà, après c'est une expérience télé, oui, mais je ne crois pas que la comparaison se fasse. En tout cas, moi j'ai jamais eu… Ça se fait les déplacer, pour moi.
n'est pas, Après, pas appropriée. On n'est pas dans le jugement de valeur. On est bien d'accord. On n'est pas dans le jugement de valeur. Ça ne veut pas dire que ceux qui font des télécrochets sont mieux que ceux qui font des téléréalités. Là n'est pas la question. Néanmoins, je ne crois pas que la comparaison puisse se faire. Ça dépend s'ils ont un talent. Ce serait bien qu'ils le montrent en tous les cas. Ce n'est pas le concept de la téléréalité d'avoir un talent. Justement, bien au contraire, malheureusement. Alors, quand on va aussi loin dans ce genre de compétition, est-ce que le téléphone se met à sonner sans arrêt? Est-ce qu'on croule sous les propositions? Et est-ce que l'un ou l'autre, les propositions qu'on peut avoir, est-ce qu'elles sont vraiment honnêtes ou intéressantes? Diaz, peut-être pour commencer. Moi personnellement, je n'ai pas croulé sous les propositions. J'ai eu quelques propositions plus ou moins pertinentes et j'ai fait le choix de faire mon chemin avec une boîte de production à l'époque. Voilà, mais j'ai pas été envahie d'appels ni quoi que ce soit. D'accord. Et vous, Tariq, il y a eu un petit peu de… Non. Ça a changé un petit peu les choses Ouais, un peu. Bon, après, oui, bien sûr, on a des propositions qui arrivent et pas autant, comme tu le dis, on croule pas sous les propositions. J'en avais mon téléphone, il sonne, mais pas genre plus qu'avant. Et moi, le seul avantage, c'est que grâce à cette émission, j'ai réussi à trouver une boîte de prod. Donc voilà, ça c'était intéressant. Et effectivement, on ne propose plus. Mais voilà, cette émission l'a plus mis en lumière ce que j'étais avant, en fait, parce que j'ai toujours existé. Et en fait, cette émission m'a juste fait connaître aux yeux des professionnels et du public. Mais ouais, des propositions, on en a eu, mais c'est pas tant que ça, en fait. D'accord, oui, c'est plus peut-être pour le premier où vraiment il y a un coup de projecteur. Et encore. Et comme je disais, ceux qui sont sur les deuxième, troisième marches du podium, même si souvent ils ont autant de talent, voire peut-être parfois plus, ça on en reparlera après, que les gagnants, pour autant il n'y a pas… les lumières se dirigent vraiment sur les gagnants en général. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression pour ma saison, parce que j'ai l'impression qu'on n'entend plus trop parler de Jean-Baptiste, alors que je trouve qu'il a vraiment du talent sur ce qu'il fait, mais on n'en parle pas beaucoup. Après, moi, c'est pas la même émission que The Voice. The Voice, il n'y a que des chanteurs. Moi, la mienne, il y a des acrobates, des imitateurs, un petit peu de tout, des comédiens. C'est difficile de trouver un barème de comparaison entre eux et moi. Dans votre caisse, des acrobates qui font des castagnettes, on ne dira pas comment. Des castagnettes, exactement. Non, mais, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de vrai système de comparaison dans l'émission que j'ai faite. Donc après, effectivement, des fois, c'est le deuxième qui peut percer, être plus connu que le premier, ou le troisième. L'histoire des télécrochets a souvent prouvé que c'était le cas. Ça a été le cas plusieurs fois dans la Star Academy, par exemple. Oui, à la Nouvelle Star, ça a été le cas à The Voice aussi. Louane en est un très bon exemple, parce qu'elle était avec moi lors de ma saison. Elle était demi-finaliste de l'émission et aujourd'hui, elle a fait le parcours qu'elle a fait. Donc non, je ne pense pas que ce soit qu'il faille gagner pour pouvoir réussir derrière. Et puis il y a aussi un autre truc qu'il faut, je pense, sur lequel il faut communiquer, c'est que c'est pas parce que les artistes ne sont pas diffusés à la télé ou à la radio ou voilà, sur tout support médiatique qu'ils ne travaillent pas, que ça ne fonctionne pas, que derrière, ils ne continuent pas à travailler ici et ailleurs. Et souvent, les gens, moi, ça m'est souvent arrivé, mais on ne vous voit pas, c'est dommage, on ne vous voit pas. Oui, mais je bosse. Ouais. Je bosse. C'est pas parce qu'on ne voit pas c'est pas parce qu'on ne voit pas que je ne travaille pas, que je ne continue pas à créer, que je ne continue pas à être sur les routes et à faire mon métier, quoi. Alors, vous, Diaz, vous avez participé à la saison 2 de The Voice en 2013, donc comme je le disais en introduction, c'est une saison qui vous a révélé vraiment aux yeux du public, mais l'exposition médiatique ne s'est pas arrêtée au jour de votre élimination, puisque votre place de finaliste, ça vous a automatiquement qualifié pour la tournée de The Voice. Racontez-nous un petit peu cette tournée, parce que c'est quand même un gros barnum comme tournée. On fait la tournée des Zéniths, c'est ça? Alors oui, on fait la tournée des Zéniths. C'est des grosses salles avec beaucoup de public, une vraie prod. Ah oui, non, c'est énorme comme expérience. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on fait une émission comme The Voice, on fait un parcours accéléré d'une carrière en quelques mois. Et souvent, quand on n'a pas le caractère et l'état d'esprit pour, ça détruit les gens. C'est-à-dire que souvent, surtout quand on arrive jeune dans cette émission avec beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves, on se rend compte qu'après l'émission, c'est fini, quoi. TF1 n'a pas de contrat avec nous, Universal n'a pas de contrat avec nous. Je veux dire, on est vraiment laissé seul et à nous de nous débrouiller. Donc oui, après l'émission, on enchaîne, pour ceux qui ont la chance d'arriver au bout, sur une énorme tournée qui consiste à faire tous les Zéniths de France. On a fait Bercy également. On est parti à l'étranger, au Liban. Et c'est incroyable. Et pendant 1 mois et demi, quand tu fais une tournée presque chaque jour, parce qu'on avait 1 ou 2 jours de repos maximum par semaine, et c'est une ville un jour,
Et à la fin du mois et demi, après avoir passé des mois et des mois à enregistrer une émission, plus une tournée, tu te retrouves du jour au lendemain chez toi. Et maintenant… Alors c'était ma question justement, c'est un tel rythme et un agenda, un emploi du temps tellement rempli, avec pratiquement pas de pause. Qu'est-ce qu'on ressent quand la tournée se termine? Est-ce qu'on continue à travailler? Est-ce que justement au contraire ça booste et on continue à travailler sur la même lancée ou sur le même rythme? Ou est-ce qu'on sent plutôt un espèce de grand sentiment de vide? Non, on continue à travailler quelques mois après parce que du coup, il y a des productions indépendantes qui font appel à nous pour des spectacles parce qu'on a quand même la chance d'être dans un pays qui culturellement est riche, donc il y a beaucoup de spectacles. Mais ça, forcément, s'il n'y a pas un travail derrière avec un vrai plan de carrière ou qu'il n'y a pas une équipe ou qu'il n'y a pas voilà, ça s'essouffle et c'est la chute qui est difficile à vivre. Ouais. Franchement, moi je l'ai pas vécu, mais c'est vrai que entre le Golden Buzzer et déjà moi c'était très court en fait entre ma diffusion au Golden Buzzer et la finale, il y a eu 3 semaines. Donc en fait pendant 3 semaines c'était plein d'appels, plein de gens qui te sollicitent, plein de prods qui t'appellent, plein de trucs. Quand je fais la finale, c'est vrai qu'au lendemain de la finale, on a tout éteint. Après, soit on est fort et on est blindé, mais moi, voilà, j'avais du travail aussi encore. Moi, oui, encore vous aviez après. Déjà des projets voilà, avant, après, des projets ciné, j'avais plein de trucs. Donc, je savais que voilà, ça ne s'arrêtait pas là en fait. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas préparé, si tu n'es pas préparé, que tu comptes vraiment que sur ça pour devenir une big star, du jour au lendemain, ça peut piquer. Hein. À mon avis, de se retrouver alors, vous disiez, moi, j'ai pas fait la tournée. Effectivement, vous n'avez pas fait la tournée de The Voice. On ne vous demandera pas de nous chanter une chanson pour nous le prouver. Hein. Mais vous avez quand même fait quelques belles scènes parce que vous avez participé au Jamel Comedy Club. J'ai fait le Jamel Comedy Club, j'ai fait plein d'autres. Vous avez fait Bobino, vous avez fait une première partie à Bobino. Ouais, j'ai fait une première partie à Bobino, c'était la première partie de Fari. J'ai fait les premières parties de Nawel Madani. J'ai fait même toute la tournée de Nawel Madani avec elle. Donc des belles scènes quand même aussi. Ouais, j'ai fait des projets cinématographiques qui étaient plutôt intéressants. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais rien. Moi, j'avoue par rapport aux autres, c'est pour ça que je dis souvent cette anecdote dans toutes les interviews que je fais, aux auditions de l'émission. Moi, j'ai failli partir parce que j'ai failli m'en aller avant même de passer parce que je voyais des mecs jouer leur vie. Pour eux, cette émission, c'était vraiment important, alors que moi, c'était juste une étape en plus. Oui, c'est ça. C'était éventuellement un booster de carrière, voilà, mais vous n'aviez pas besoin de ça pour faire une carrière, parce que vous aviez commencé. Franchement, je m'attendais vraiment pas. Pour moi, je me souviens avec mon co-auteur, quand on était sur le plateau, on se disait, écoute, si on va en demi-finale, on aura déjà tout gagné. Bon, après, le Golden Buzzer, c'était autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on était venus, pour moi, je le prenais comme une étape. Et c'est vrai que si on n'est pas préparé et que si on ne se prépare pas à la suite de toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment de l'euphorie, enfin, tu vois, ça bouge. Mais c'est terrible, en fait, réellement, parce que moi, je me souviens dans ma saison, en tout cas, il y avait pas mal de jeunes. Et le problème, c'est qu'ils sont hyper sollicités. Il y a cette gloire, un peu, ce fantasme de la gloire. Qui peut faire tourner un peu la tête. Alors, ça fait tourner la tête, aussi. Mais complètement. Moi, je me souviens à la fin de chaque scène qu'on faisait, ils attendaient qu'une chose, c'était d'aller signer des autographes, parce que ça rassure, ça booste l'ego, mais c'est pas la vie, quoi. Et à ce moment-là, oui, on peut comparer peut-être ce point-là à la télé-réalité, c'est-à-dire que parfois, il y a des candidats, effectivement, qui sont là aussi pour la gloire. Et donc, la musique est un moyen d'accéder à la gloire, mais… Oui, mais ça demande d'avoir un minimum de talent quand même. C'est la grosse différence avec la télé-réalité. Du talent et puis du travail. Parce que et voilà, et c'est ça, en fait, la différence. C'est le vrai secret. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est le travail, il n'y a pas photo. Moi, le lendemain de l'émission, je repars jouer au Paname. Je me souviens, le 19 décembre, je repars jouer. Voilà, je passe d'une émission à 3 millions de téléspectateurs. Au lendemain, jouer devant 40 personnes au Paname Art Café. Voilà, mais c'est ça la vie. Il faut continuer à bosser et pas se dire, ouais, voilà, maintenant j'arrête le Paname, j'arrête tous ces trucs et j'attends que ça pète. Non, il faut repartir au charbon dès le lendemain de l'émission. D'accord. Alors, vous avez, après The Voice, Diez, continué à… Bon, il y a eu la tournée, puis après, vous avez quand même continué à travailler. Vous parliez du Liban. Au Liban, paradoxalement, parce que vous n'avez pas d'origine libanaise ni rien, mais au Liban, vous êtes quelqu'un d'assez connu quand même, vous êtes assez populaire. Oui, j'ai une certaine notoriété au Liban.
les Libanais ont beaucoup aimé mon style, et puis ils sont très francophones et très francophiles, donc ils regardent beaucoup la télé française, et mon style leur avait plu, parce que bon, j'avais un style bien marqué, un peu couture, toujours très glamour, très sensuel, avec une féminité très marquée. Et du coup, je crois que encore dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, on valorise ça. Et du coup, j'ai quand même pas mal de succès dans ces pays-là, oui. Alors oui, d'ailleurs, vous avez des origines marocaines qui ne se voient pas forcément, mais qui s'entendent dans l'un des singles que vous avez récemment sortis. Alors vous me dites si je le prononce bien, Sanek Madi, c'est ça? Sanek Madi. Voilà, ouais. et donc pour lequel vous avez fait un joli clip. On va le regarder et on revient tout de suite pour reparler de vos carrières à tous les deux. انستغرام ولا زوق الاحلام ولا فيسبوك وجام ولا محبوك الكلام انا بغيتك بغرام تكفيني ورقه منك اجمل هديه تهديني يهمني انستغرام ولا زوق الاحلام ولا فيسبوك وجام ولا محبوك الكلام بغيتك بغرام تكفيني ورقة منك أجمل هدية تهديني الحب افتراضي ولا حاجة قاضي صدقي ولا فاضي واخا لسانك ماضي الايام تسهر والناس نيام تذوق من الوهام تبقى في عذابك عوام ويا ريتك تفهم ترشم لي اسمي في كيانك نبغيك انا وتبغيني دابا نجيبك الايام تسهر والناس نيام تذوق من الوهام تبقى في عذابك عوام تفهم ترشم لي اسمي في كيانك نبغيك انا وتبغيني حبي افتراضي ولا حاجه قاضي صدقي ولا فاضي واخا لسانك ماضي Voilà, et donc c'était le clip de Sanek Madi, donc un single de Diez. Donc, très beau clip. Ouais, très beau clip. Très beau clip. Je vous ai vu bouger sur très la chaise, images, Tariq. Vous avez des talents de danseur, même assis, que je ne soupçonnais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, la musique est rentrée en moi. Voilà, alors c'est un clip avec des sonorités très marocaines, hein, donc c'est un hommage. Alors vous aussi, vous avez des origines marocaines, Tariq? Ouais, on est en équipe là. C'est une émission presque très marocain, de la presque tête marocaine. Alors, parce qu'elle a des chaussettes Maroc. Oui, c'est vrai. Elle a des chaussettes voilà. Maroc. Regarde, t'as vu, ah, c'est les chaussettes, oui. Les chaussettes du Maroc. Chaussettes anthem, drapeau. Ouais, je te jure, j'adore. Alors, dans ce clip, vous parlez un petit peu du côté faussé des relations à travers les réseaux sociaux. Expliquez-nous un petit peu la chanson. L'idée, c'était sur un ton très humoristique et très léger, bien sûr, sans être dans le jugement de valeur, de dénoncer, entre guillemets, ce phénomène
réseaux sociaux où on est scotché, moi la première, hein, sur le téléphone, et en fait on n'a plus de moments d'intimité avec les gens. Et alors on se suit, on a des milliers ou des centaines de personnes qui nous suivent, mais au final on est incapable de créer des vrais liens avec les gens. À table, on est au téléphone, tout le temps, on va aux toilettes, on est au téléphone, excusez-moi, mais enfin, on est tout le temps au téléphone, il n'y a aucun moment où on coupe ce truc-là. Ça devient l'esclavagisme presque. Je sais pas si ça... Oui, c'est sûrement le paradoxe, cas, c'est que ouais. d'ailleurs, tous les deux, en tant qu'artistes, vous utilisez aussi les réseaux sociaux pour communiquer avec vos fans. Donc, est-ce que justement, c'est le fait d'utiliser cet outil on peut dire marketing, hein, on va dire de bonnes relations avec votre public, qui vous a donné envie, Diez, qui vous a fait vous apercevoir de certaines dérives et qui vous a donné envie de faire cette chanson? Moi, je crois que c'est un sujet comme un autre. J'avais envie de le traiter parce que c'est un sujet auquel je suis confrontée, moi, au quotidien. Et puis, au-delà du fait qu'effectivement, il y a un problème au niveau des relations, la distance que met le téléphone dans les relations humaines, c'est que souvent, on a, dans les relations amoureuses, entre guillemets, on a beaucoup plus accès facilement aux gens. Et les rapports, enfin, le premier contact n'est pas forcément sincère. Alors souvent, avant, on s'envoyait des lettres, on avait des moyens de séduction qui étaient quand même plus... on galérait un peu. C'est le pilote de Formule 1 qui a en fait galérait les chauffeurs quand même. de bus. Quoi. Je veux dire, quelqu'un... Avec un iPhone 10, ça change rien. Mais quelqu'un quand même... Là, c'est salut, ça va, on voit des photos, c'est beaucoup plus basé sur le physique. Bon. Mais après, je pense que c'est la génération, ça. Hein. Oui, mais c'est la génération, moi, bien sûr. Je faisais pas de story avant, rien. On est obligé de s'adapter. À part poster des photos, tu vois. Mais depuis depuis l'émission, on m'a pas obligé, mais ma production m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois présent sur le réseau. Bien sûr. Donc, alors c'est ça, des trucs que j'aime pas faire. Où je sais, sur scène, je suis une pile, je me lâche. Se mettre en scène sur scène, oui, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas le même métier. Je sais pas faire. Donc je fais des trucs de gogol en ce moment, j'aime pas ça, mais je le fais quoi. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, les réseaux et tout ça, ça t'emmène à faire des trucs qui ne sont pas toi en fait. T'es un peu contre nature. Un peu contre nature et je rejoins totalement Diez quand tu as dit les relations hommes-femmes, c'est plus comme avant. C'est de la consommation, comme on va acheter un truc et on le jette et puis... C'est ça. Alors, ça vous fait un point commun, mais sachez que vous n'avez pas que cela comme point commun, puisque vous êtes tous les deux d'origine marocaine, donc vous avez tous les deux fait un talent show, mais vous êtes aussi multitâche, puisque alors vous, en dehors de la musique, il vous arrive aussi de défiler, d'être modèle photo. Vous, Tariq, vous êtes aussi animateur radio. Exactement. Comédien aussi, mais enfin ça, on va dire que ça va avec le stand-up, Ouais, on reste dans la comédie. Est-ce que ça permet de mieux vivre sa vie d'artiste que d'avoir plusieurs cordes à son arc comme ça? Ou est-ce que c'est une envie de toucher à tout, de tester un petit peu tout pour se dire peut-être que ma voix c'est plus ça Moi, perso, quand je suis arrivé déjà, moi, je suis arrivé par la radio. Donc déjà, moi, j'ai commencé par faire d'abord de la radio. Et en fait, quand j'ai commencé à goûter à ce milieu artistique, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu fais de l'art, j'ai l'impression que l'art n'a pas vraiment de limite, en fait. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être qu'il y a et alors que la radio, l'émission commence à telle heure, elle se termine à telle heure. Ouais, et voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, je fais du ciné, je fais de la scène. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui se rejoint dans tous ces trucs-là. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des barrières entre chaque. Oui, parce que le stand-up, les bons mots, les punchlines, ça, à la radio, on peut le faire. On peut le faire. Moi, à la télé, quand j'étais sur la chaîne musicale Trace TV, c'était mon rôle aussi, j'étais sniper. Donc j'ai toujours l'impression qu'en fait, j'étais tout le temps dans le même rôle, mais dans des lieux différents. Donc ouais, non, j'ai pas l'impression que ça me mène à être plus épanoui, à me dire ouais, c'est mes sécurités. J'ai pas de sécurité. Je fais tout ce que j'aime faire et j'ai pas de limite. Et j'ai envie de faire encore d'autres choses. Donc je me dis, voilà, il n'y a pas vraiment de barrière entre chaque chose que j'entreprends. Tu vois. Alors ce côté sniper, c'est justement une de vos particularités. Ouais. Et ça là, je snipe. Je suis calme, dans vos spectacles, vaut mieux pas se mettre au premier rang. Ah non, même au deuxième. Hein. Même au deuxième, il faut se mettre au fond. Je crois qu'il ne faut pas se mettre du tout. Parce qu'en fait, c'est ça. Là, vous allez faire votre com comme ça. Non, les gens viennent. Non, mais de toute façon, vous les taillez un petit peu, mais c'est très bon enfant quand même. Ouais, c'est très bon enfant. Ils rient d'eux-mêmes d'ailleurs. Ils rient d'eux-mêmes, mais moi, dans ma vanne, j'essaye de mettre beaucoup de bienveillance. Parce que
Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à tout dire. Et moi, je mets beaucoup de bienveillance, du sourire, de la décontraction et j'assume ce que je dis. Quand je fais une vanne qui peut être méga border, moi je sais que j'ai réécouté les vannes que je fais à Marianne James. Perso, moi je suis Marianne James, je le prends très très mal, tu vois. Mais après, je le dis vraiment avec beaucoup de bibienveillance, on est là pour rigoler. Donc, j'ai pas de sur la limite. taille d'Hélène Ségara aussi. Sur la taille d'Hélène Ségara ou sur les origines de Sugar Sammy, j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où je l'assume et que je le fais avec de l'amour et de la bienveillance, je suis pas là pour blesser ou pour rabaisser quelqu'un. Comme je le dis souvent, on n'est pas là pour rire d'eux, mais pour rire ensemble. Donc voilà, tant qu'à partir du moment où on rigole tous ensemble, les gens viennent et maintenant ça me colle à la peau. Donc les gens savent. Mais vous aimez bien d'ailleurs balancer. Vous êtes dans certains sketchs, vous taillez Maître Gims. Oui, après je taillez, taille tout ce qui bouge. Joe Star, enfin c'est selon l'actu, selon vos envies quoi. À partir du moment où je taille ma fille et ma mère, je me dis. Tout le monde peut y passer. Tout le monde peut y passer. D'accord. Bon alors peut-être que mon tour viendra d'ici la fin de l'émission, j'espère pas. Non mais là je suis calme, il y a une dame. D'accord, il y a une dame. Alors devant les dames, il se tient bien. Il est galant. Alors justement, quand vous faites des punchlines comme ça et quand vous servez du public pour faire des trucs, on a l'impression de quelque chose de complètement improvisé. Alors, est-ce que c'est 100% de l'impro ou est-ce que vous avez une banque de données de 8000 vannes dans la tête et quand il y a une personne qui a telle tête ou une personne qui éternue ou autre, vous sortez la bonne vanne et vous dites « Ah, vanne numéro 12, bim, c'est pour lui ». Il y a un peu des deux. Il y a un petit secret de fabrication, on ne peut pas tout dire. Mais. Ah, c'est fait au montage. Non, j'ai des vannes un peu tiroir, mais j'en ai pas beaucoup finalement. J'en ai pas beaucoup parce que je me laisse beaucoup de place à vraiment de la vraie impro pure. C'est-à-dire que vraiment, tu peux venir voir 3 spectacles de suite et ça sera jamais le même parce que je vais m'adapter. Mais bien sûr, j'ai mes vannes sur les mecs comme ça, les filles comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je laisse une grande part à l'improvisation. C'est pour ça que j'ai pas de metteur en scène. Parce que j'ai essayé de travailler avec des metteurs en scène, je n'arrive pas. Oui, il a besoin de matière pour travailler. Et il me cadre et moi je ne suis pas dans le cadre. Donc, et je te garantis que ce que j'ai présenté en finale d'Incroyable Talent, ça n'a rien à voir avec ce que je leur ai montré aux répétitions. Oui, aux répétitions, ils vous ont dit pour la finale, va falloir bosser un peu parce qu'ils avaient l'impression que tout était improvisé de A à Z. Ils vous ont même demandé quand vous commenciez. Ouais, exactement. Et je leur ai dit que j'avais fini. Mais le truc, c'est que moi, on s'est pris la tête. Je vous raconte un peu les offs de la finale. On s'est pris la tête au répète parce qu'ils me disent non, mais ça, tu ne dois pas faire ça. Mais je leur dis, vous savez, ce que je vous joue là, c'est pas du tout ce que je vais jouer ce soir. Donc vous attendez pas à que je répète les mêmes choses. Mais oui, il y a une part d'impro, de vraie impro et une part d'impro préparée. Voilà, il doit y avoir 60% d'impro pure et 40% de sécurité. D'accord. Diez, vous, c'est un exercice que vous aimez bien, le stand-up Vous avez des artistes préférés? J'ai pas d'artiste préféré. J'aime bien Walidia, que j'ai eu l'occasion de voir au Marrakech du Rire au Maroc. Ahmed Silla aussi. Ouais, j'adore ce mec. J'adore ce mec. D'accord. Et quand vous découvrirez Tariq, notamment au Paname en ce moment, vous l'apprécierez sûrement également. Et puis là, je vous propose de regarder. Il faut que je vienne te voir. Ben oui. Avant que vous repartiez au Maroc. Sinon, je vais au Maroc. Et puis en attendant, je vous propose qu'on regarde un extrait d'un spectacle de Tariq. Justement, on va regarder un extrait où vous titillez un peu le public. Voilà, je les embrouille un peu. Allez, on regarde ça tout de suite. Un maximum de bruit pour monsieur Kevin Razi, s'il vous plaît. T'es revenu. Tu me suis, c'est incroyable. Comment on dit? Il est où Louis? Salut Louis, hein? Apparemment, on a travaillé sur toi déjà un petit peu? Ça va? Tu t'en sors bien? Nous, t'es une tête de premier de la classe? C'est pas vrai, hein? T'as une sacrée tête de fait divers, mon pote. T'as pas une tête de premier de la classe, mon cousin. T'as vraiment une tête à dire Louis a violé des chèvres dans un parc. T'as cette tenue, mon pote. J'ai pas le droit de parler avec le public, c'est ça. J'ai pas le droit de vanner les gens, je suis obligé de faire du texte. J'ai pas le droit de parler avec les gens et leur dire qu'ils ont des têtes bizarres ou ils sont mal sapés. Hein, Renoir? Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, je suis obligé de faire un texte, donc je vais faire un texte. Hein, comment tu t'appelles? Hein? Harry. Harry? Harry comme un américain? Harry? Harry. Pas de problème. Soirée Nico.
j'ai pas le pouvoir de t'expulser, c'est pas peine de me mentir à moi, c'est pas le service d'immigration, dis-nous ton vrai prénom, celui à un ou enfoiré. Moi je veux celui à un prénom. L'autre il m'a dit je m'appelle Harry. Et là je suis avec Magali. C'est très bien que là-dedans, ça vous aurez jamais les papiers, ça s'annule mec. J'ai pas le droit de parler aux gens. Je vais faire des sketchs. Ça va toi? Toi aussi. On dirait rien sur ta petite moustache au feu. La petite moustache au fusain enfoiré. On dirait un petit cul. Mais j'ai pas le droit de parler aux gens. Il m'a dit fais des sketchs, je vais faire des sketchs. Parce qu'il y a le public exigeant, tu vois. Celui qui met des chaussures en velours. Il a les chaussures de Louis XIV, de grand. Il y a des glands sur ses chaussures, il n'a même pas de chaussettes. Tu sais qu'il a un taxiphone, lui, de grand. C'est vrai ou pas? Dis la vérité. Voilà, donc de retour sur le plateau de Portrait Chinois. Alors on vient de voir un extrait de votre spectacle. Les clients, j'allais dire. Les spectateurs prennent cher. Ah oui. Hein, ils prennent cher. Mais vous avez toujours envie d'aller le voir? Ah oui, j'ai toujours envie d'en D'accord. voir. J'ai mal aux zygomatiques là. Bon. Tu vois, regarde, Très bien. Elle veut se faire vanner. Il y a des gens qui Oui. veulent. Je te jure qu'il y a Moi, des gens. j'adore. Mais tu sais qu'il y a des gens au spectacle, ils reviennent. Ah oui, ils avec se des- mettent- Ils viennent une fois et ils reviennent avec des amis. Ils font vas-y, j'ai ramené quelqu'un avec une tête bizarre, vanne-le. Ah oui, carrément. Ah, je te jure. Non, Vous avez des ouais. amis qui sont venus avec Boudère? Ah putain, Boudère, non, Boudère, c'est mon frère. Non, Boudère qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. On hein. adore, il est Ouais. magnifique, ça. Très bien. Alors, donc au Paname tous les lundis, c'est avec Kevin Razi en ce moment en En ce plus. moment, je remplace Kevin Razi quand il peut pas. Ah, c'est vous le maître de cérémonie C'est alors, moi de le maître temps en de temps? cérémonie. Mais en ce moment, je prépare mes spectacles qui vont arriver là. Je fais des exceptions. En fait, je pars en tournée d'abord. D'accord. On a décidé de partir d'abord en tournée pour des raisons, pour roder le spectacle tout simplement. Mais j'ai fait 2 exceptionnelles à Paris. J'en fais une bientôt au Café Oscar. Voilà. J'en ferai 2 au Café Oscar. Très bien. exactement. Alors, le Paname, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est rue de la Fontaine-Roi. Moi, si c'est ma au mémoire est 14 rue bonne. de la Fontaine-Roi. C'est super adresse. un bar-restaurant dans lequel il y a du stand-up, donc vraiment comme les premiers lieux à stand-up aux États-Unis, hein, c'est ça? Exactement. Je viens de faire des gros yeux à ma fille. Je suis juste pour info. Qui est assistante Qui est réalisatrice. réalisatrice derrière les Aujourd'hui. caméras. Ouais. Oui, c'est un vrai stand-up américain. D'ailleurs, c'est le meilleur lieu de stand-up à Paris. Franchement, de toute façon, tous les médias le disent. Bah, beaucoup de Et producteurs, enfin beaucoup même de Gad producteurs. Elmaleh, etc. Et Ils Gad se vient font là-bas jouer pour découvrir des talents. Gad joue là-bas, Kev Adams joue là-bas, Elie Semoun joue là-bas, Rachid Badouri, Sugar Sami. Après, Nawel Madani aussi, qui est en ce moment en plein rodage et qui vient très souvent au Paname. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent au Paname tester leur vanne et ça devient un lieu incontournable pour le stand-up. Donc voilà, C'est une forme de scène ouverte, le Paname? c'est une sorte de scène ouverte, il y a des plateaux toutes les heures, entre 17h et 22h. Donc voilà, des plateaux toutes les heures, tous les jours du lundi au lundi. C'est fou ça, j'adore. Et, J'adore ce genre de concept Il y là. a 180 humoristes par mois qui jouent au Waouh. Paname. Bon, bah, ça fera peut-être même plus tard l'objet d'un génial. reportage pour Mandarin TV. On viendra peut-être vous voir avec les Venez, caméras venez, sur parce que place. franchement, il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de talent. Parce que sur Mandarin TV, il y a un artiste qui s'appelle Nam Nam qui est très drôle. Oui, qui est très drôle, Qui est très effectivement. drôle, Et qui a Nam beaucoup Nam. d'autodérision. Il rit beaucoup Il rit beaucoup de lui. de sa propre communauté Et sa chinoise. propre Ouais. communauté chinoise, il est très marrant, il s'appelle Nam Nam, venez le voir parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il a un plateau qui s'appelle le Nam Nam Comedy et c'est tout, si je dis pas de bêtises, c'est tous les lundis à 22h30. D'accord, toujours au Paname. Toujours au Paname. D'accord. Café, ouais. Alors le Paname, on peut y manger, on peut y boire un On peut verre. manger, boire L'entrée, un verre. en revanche, pour les spectacles, l'entrée est libre. On donne ce L'entrée est qu'on veut, quoi. gratuite, la sortie est payante, c'est un concept algérien. Oui, c'est ça. Donc voilà, les gens pensent ne pas payer, mais ils payent en sortant. Non, mais c'est un concept qui marche très bien, c'est vu comme le monde. Les gens viennent passer un très bon moment. Oui, et c'est- des fois, quand on a beaucoup de chance, parce que ma fille fait des bruits très bizarres et qu'elle va arrêter. Donc, non, parce que là, je peux pas lui mettre un coup de pression en direct. Parce que C'est sinon, vrai, c'est vrai. sinon, il y a des lois en France. Il y a un code pénal. Donc elle va se calmer. Si la DAS nous regarde. Non, si la DAS nous regarde, bah t'inquiète pas, je vais l'attacher au radiateur. Écoute, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent tester, des gens très connus, il y a même des Canadiens qui viennent maintenant, c'est ça. Et c'est la chance qu'on a, c'est qu'il y a des Canadiens qui viennent chez nous, parce qu'avant on avait beaucoup chez eux. Et ben maintenant, Beaucoup, ils viennent. le stand-up, d'ailleurs, au Canada, ça marche bien. Là-bas, ouais. c'est comme nous avec le one-man show. Hein.
Mais voilà, maintenant ils viennent chez nous et ça fait vraiment plaisir. Alors encore un point commun, parce que la chanson au Canada, la chanson francophone, ça marche très bien. Il y a beaucoup d'artistes canadiens qui s'exportent en France et inversement. Alors vous justement, Diaz, vous avez travaillé pas mal à l'étranger. Est-ce que là, entre le Maroc, la France, vous avez fait le Liban aussi, est-ce que bon, pour l'instant ça suffit ou est-ce que vous avez envie d'aller travailler dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui vous donnent envie? J'ai fait l'Égypte, j'ai fait les Émirats Arabes Unis. J'ai fait pas mal de pays, mais oui, moi je pense que c'est dommage en tant qu'artiste de s'enfermer dans un seul endroit, quoi. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand on a une langue universelle comme l'anglais, qu'on peut exporter partout. Tu chantes en anglais aussi? Ouais, je chante en anglais, en français, en arabe. En espagnol? En espagnol. Tu chantes en langues. Ouais, presque. Mais pas encore en chinois. Ah, alors, ça Mais viendra bientôt. peut-être. Bientôt. Ça viendrait comme J'aimerais ça? bien. Vous allez J'aimerais bien. Ouais, non, vraiment. J'aimerais bien reprendre un standard de la chanson. Alors, s'il y a un auteur justement chinoise, sinophone qui nous écoute, Ah ouais, il carrément. peut nous écrire à Mandarin TV Non, pour vous j'adorerais proposer ça. une chanson à ce moment-là. Non, moi, pourquoi j'ai pas toujours senti dans mon cœur, alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, je sens que mon âme est en Asie. Ah. Alors j'adore l'Asie, j'adore... Et vous êtes déjà parti en Asie? Vous avez fait... Je ne suis jamais allée en Asie. Je n'ai D'accord, pas- donc c'est un rêve, quoi. Mais c'est un projet que j'ai envie de concrétiser bientôt parce que vraiment, c'est une partie du monde qui a une énorme histoire. Spirituellement, je me sens très proche de cette partie du monde. Alors, vous avez participé au gala du Nouvel An chinois 2019 qui a eu lieu au Grand Rex pour fêter l'amitié franco-chinoise. Donc, vous aviez un public majoritairement chinois. Est-ce que c'est un public qui réagit différemment des publics que vous avez eu l'habitude de voir et en Europe, et au Maghreb, et au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Liban? C'est vrai qu'on remarque quand même que les réactions au niveau culturel sont quand même c'est différent. Souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, toi, on fait les tests, je ne sais pas si c'est comme ça dans le stand-up, mais souvent on teste à Lille, dans les pays du Nord en France. Parce que le public du Nord est un très bon public. C'est souvent les extrêmes, Lille ou Marseille. Ouais. Tu vas souvent à Lille, tu vas à Marseille pour tester en fait. Et du coup, moi j'ai remarqué, après avoir performé dans plusieurs parties du monde, c'est vrai qu'il y a des vraies différences. Le public chinois au Grand Rex, écoutez, au devant c'était assez calme, et puis non, quand même j'ai eu... C'était les officiels. Voilà, c'était les officiels, il fallait Voilà, il fallait représenter. représenter. Et puis c'est vrai que plus on montait dans les balcons, plus il y avait de C'est un jeunes, bon public, et non, plus c'est ça un bon bougeait. public, c'était Et alors, dynamique. vous aviez des fans apparemment dans le public parce que votre prestation a été aussitôt Instagrammée sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, écoutez, voilà. Bon, comme quoi. Comme quoi, ça traverse C'est la toutes les porte frontières. d'entrée, c'était ma porte d'entrée Vers la Chine. Vers la Chine. D'accord. Et même la culture asiatique, elle est extraordinaire. Moi, j'attends toujours l'artiste qui fera. Parce que moi, j'écoute beaucoup. Vous allez me prendre pour info, mais j'écoute beaucoup de pop coréenne. Moi aussi, la j'adore. fameuse K-pop. Moi aussi, j'adore. Et c'est des stars internationales, mais mondialement connues. Ouais. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas encore un artiste qui ait décidé de faire un morceau avec un groupe de K-pop. Mais c'est un revival de boys band. Quand vous étiez jeune, vous aimiez les boys bands? Non, même pas. C'est que j'ai découvert ça à travers des amis qui baignent à fond à la culture asiatique et qui m'ont fait écouter. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est même plutôt bien. Et c'est très chorégraphié, c'est très marketé, chorégraphié, c'est très. Ça me rappelle une époque, parce que moi j'ai connu l'époque des boys bands, je suis parti de cette époque-là, mais je trouve que c'est super bien fait. Les clips sont dingues, c'est la folie. Et franchement, juste en termes de followers, ça doit être magnifique de faire un truc avec eux. Alors vous connaissez la K-pop, Diaz? Oui, il y a j'adore. des groupes de filles aussi. J'adore, K-pop. c'est très frais, c'est très dansant, c'est très accessible flashy, au niveau auditif, ça fait du bien à l'oreille, ça glisse. Et du coup, c'est de la feel good music, c'est de la musique facile. C'est une musique qui s'écoute C'est prêt à consommer, quoi. super bien et qui fait sourire en fait. C'est une musique. Ils blindent des Bercy quand ils viennent ici. Ils blindent des Bercy. C'est des stars internationales, les mecs. Non, franchement, moi, j'aime bien. Alors, justement, vous parlez de Bercy, qui est une grande salle. Le stand-up, c'est vraiment un art de petite salle. Alors, quand vous avez joué, justement, quand vous avez fait des premières parties dans des grandes salles, est-ce qu'on adapte sa façon de jouer parce qu'on n'a pas la même proximité avec le public? Est-ce qu'on joue différemment ou est-ce qu'on joue pareil? Non, moi, je sais qu'il y a une différence. C'est vrai, quand c'est plus petit, le dernier rang, on le voit vite, il a 10 mètres, quoi. Quand j'ai joué à l'Olympia, oui, je peux pas faire des vannes sur le mec au deuxième balcon qui est tout en haut. Mais
il y a une espèce de truc qui se passe quand je rentre sur scène. J'essaie d'apporter vraiment. En fait, j'ai toujours joué de manière à faire en sorte que tout le public soit comme si tout le public était dans mon salon en fait, et qu'on est une bande de potes et qu'on se vanne entre nous. Et quand j'arrive, je sais pas, j'arrive à créer ce truc-là très rapidement. Donc effectivement, quand je me retrouve même dans des grandes salles, je peux vanner des gens qui sont au premier, troisième rang, cinquième rang, mais pas plus loin parce que c'est vraiment grand. Mais j'ai l'impression que j'arrive à prendre tout le monde avec moi. Si demain vous faites le Stade de France, vous allez enfermer le stade dans une bulle. Je ne ferai pas le Stade de France. Je pense que c'est le genre d'exercice qui n'est pas possible de faire. Ouais, moi, Bigard l'a fait, mais lui il fait pas du stand-up. Moi j'ai des potes à moi qui font par exemple, j'ai Farid qui est un ami qui fait au mois de mars et qui fait l'Accor Arena. Moi je le ferai pas dans ma carrière. Moi je sais que le Zénith, tous ces trucs-là, je le ferai pas. Oui, parce que Farid, contrairement à vous, c'est vrai que ces sketchs sont quand même plus écrits. Plus écrits, c'est vraiment grand public. Et moi j'ai une carrière qui est. Enfin, moi je sais ce que je veux faire en fait. Je sais que je ferai qu'un seul spectacle. Je sais que le maximum de la plus grande salle que j'ai envie de faire, si Dieu veut, ce sera l'Olympia. Mais je ne ferai pas plus grand. J'ai pas des ambitions de zénith, d'arène, de trucs comme ça. Parce que j'aime bien ce côté un peu intimiste. Très proche du public avec pas beaucoup de monde. Ouais, c'est l'une de vos particularités aussi, c'est que vous n'enchaînez pas des spectacles différents, c'est que vous avez un spectacle qui évolue au fil de votre maturité, de l'actualité, au fil du temps. Qui évolue tout le temps et qui change tout le temps. Je sais que j'ai un gros passage sur ma fille qui dure 45 minutes, mais je joue pas ces 45 minutes-là. Mais en fait, je choisis quand je monte sur scène, j'aurais peut-être donné 20 minutes de ces 45 minutes, 30 minutes de ces 45 minutes, c'est jamais le même spectacle. Parce que c'est là où j'ai un côté très égoïste quand je joue. C'est que je me fais plaisir à moi d'abord. Et j'ai l'impression que quand je me fais plaisir et que je suis moi-même, ça fait plaisir au public. Ça fait plaisir au public parce qu'ils ont l'impression de voir un ami qui vient leur raconter des histoires, des anecdotes. Mais j'ai pas envie de venir avec une mise en scène, des lumières qui tombent là, des trucs, des décorations. Non, moi j'ai toujours dit, je veux un micro, un tabouret, c'est large pour moi. Moi, c'est le contraire. Alors, Diaz, vous je serais dans le contrôle. Ok, plus dans le contrôle. Mais vous, en revanche, vous participez à l'écriture de toutes vos chansons. Du coup, est-ce qu'il y a une part autobiographique dans vos chansons à vous? Parce que vous parlez de la vie, vous parlez des rapports hommes-femmes, oui, j'y pose des bouts de vie. Des réseaux sociaux tout à l'heure. Même si c'est toujours fait de façon très légère et c'est du divertissement, néanmoins, ça reste des petits bouts de ma vie que je pose dans mes chansons. Ouais. On puisse c'est son forcément des petites expériences en fait. Oui, bien sûr, c'est forcément des expériences que j'ai vécues. Mais moi, contrairement à ce que disait Tariq, c'est que moi, je suis vachement dans le contrôle sur scène. Je ne peux pas arriver en impro. Enfin, en tout cas, ça me stresse quand c'est le cas. Je suis pas bien. Faut que ce soit carré, et moi, j'aime bien quand tout est contrôlé, quand tout est maîtrisé, parce que j'ai envie que les gens voient ce que j'ai dans ma tête, en fait. J'ai envie que les gens aient le show que moi, je projette dans ma tête. C'est peut-être là la différence, parce que toi, tu fais du show. Moi, j'ai pas l'impression de faire un show. Non, toi, c'est un métier différent. C'est un métier différent. Moi, je vois par exemple le spectacle de Nawel Madani. Nawel, elle a 10 danseurs, elle a des jeux de lumière incroyables. Elle a une scène d'intro de spectacle où c'est une pièce de théâtre. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas et j'ai pas envie. Ça m'amuse pas. Je me sens pas à l'aise dans ces choses-là. Mais je respecte les gens comme toi. Moi, quand je vous vois avec, vous mettez là, la lumière elle tombe pile au bon moment. Pour moi, je trouve ça hyper respectueux parce que c'est, pour le coup, je dis pas que moi c'est pas du travail, mais là, je sais que c'est du travail complètement monstre parce que c'est 20 personnes qui doivent être calées au même moment. Et ça, c'est là où moi je trouve ça génial ce que vous faites. Ce que tu fais, si je peux me permettre je te tutoie depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Oui, tutoie-moi. Ici, on est comme à la maison, très chinois. C'est ça que j'aime bien, moi, que j'apprécie dans votre travail, c'est que vous êtes vraiment hyper carré. Vous avez besoin que tout soit bien calé pour offrir un vrai show. Alors justement, on parlait de garder de contrôle et quelque chose de carré. Alors, quelque chose qui est très carré, mais qui est aussi très beau, c'est le clip de votre toute dernière chanson. Je vais encore vous faire rire en prononçant Matlemch. Donc voilà, un clip qui a été tourné où? Parce qu'il est super joli. Qui a été tourné à Marrakech. À Marrakech, parce qu'on est un peu dans le désert. Alors oui, il y a plusieurs décors. Il y a le désert, il y a la Médina. J'adore. Alors attendez, spoilez pas le clip, on le regarde. Et puis après, on en parle ensemble. Avec plaisir. Mon amour, j'ai passé tellement de temps à pleurer, à t'attendre, à culpabiliser en me disant que je devais sûrement être responsable de cette situation. Aujourd'hui, je réalise enfin qu'il n'y a aucun équilibre dans cette relation. Tu te permets de faire des choses que tu n'accepterais jamais de ma part.
Mon amour, il est enfin temps d'inverser les rôles. راسك في مكاني واجي نقلبو لي رول خليك تتسناني وانا عمري زعمي كندور كل يوم نجي غداري اخر همي وانت معصب في الدار واش حب هذاك تسمي نو نو ما غتقبل علاش نقبلها ليا حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا معنية نو نو ما غتقبل ولاش نقبلها ليا حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا معنية نغيب انا دي زاني تبقى عليا خايف وانا بالي هاني وانت والو ما شايف نعيش حياتي عادي ونمشي فين بغي اش فهمتي هادي ولا نرجع من بدي نو نو ما غتقبل وعلاش نقبلها ليا حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا معنية نو نو ما غتقبل ولاش نقبلها ليا حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا معنية Bien, alors encore un joli clip, une jolie chanson, Diez. Alors effectivement, ça donne envie de voyager un peu. Hein. C'était un peu dans le désert, là. Oui, on a fait des plans dans le désert, on a fait des plans dans la Médina. J'ai essayé de mettre en valeur, en tout cas, ma double culture, c'est-à-dire j'ai introduit dans le clip des éléments marqués comme des bijoux ou des tenues traditionnelles marocaines et parfois des tenues modernes, plutôt occidentales. Et l'idée, c'est vraiment de faire un pont culturel entre ma culture occidentale et ma culture… Alors justement, ça, vous devancez une de mes questions, Diez, parce que vous avez effectivement cette double culture. Alors là, on a effectivement parlé un petit peu de votre culture marocaine, mais vous avez aussi une culture française, et puis musicalement qui est peut-être aussi un peu pop et électro. Alors là, vous aviez donc 2 titres en arabe que vous avez fait au Maroc, ça marche plutôt d'ailleurs pas mal là-bas. Vous avez fait toutes les radios, toutes les télés là-bas, vous étiez dans les grands magazines marocains, et vous préparez en fait pour le printemps, vous m'avez confié ça, un titre un peu plus électro, un peu plus club, un peu plus électro, effectivement, pour un marché un peu plus large, donc un marché international, mais toujours avec ce besoin de garder cette touche identitaire, ethnique, orientale plus que… Alors elle sera marocaine sur ce titre-là, mais plus globalement, le projet, c'est de vraiment rester oriental. C'est ça, oui, vous gardez toujours, quand même si vous faites un titre électro, un peu dance, c'est toujours un peu vous épicé. Gardez toujours, voilà, il y a tout le temps une petite pincée de cumin. Voilà, exactement, un petit peu de cumin, un peu de ras el hanout, un petit peu d'épices, un petit peu de skenjbir, de gingembre. C'est bon ça. Alors vous aussi, vous parlez un petit peu de vos origines dans vos spectacles. Ouais, j'en parle un petit peu. Je parle plus des origines de ma fille.
Ouais. Parce que ma fille est métissée et c'est vrai que les bébés métis, c'est les plus beaux. Hein, c'est la vérité. Comme moi. Voilà, comme je dis toujours, c'est un métissage Ça nul. vous arrange? Comme je dis toujours, c'est un métissage nul. À part aller en garde à vue, il n'y a rien à faire. L'Algérienne marocaine. Non, je parle que de ça. Je parle pas de mes origines. Personnellement, je parle pas trop de moi, je parle sur mes origines, mais je parle plus des origines de ma fille. J'explique que ma fille est algérienne marocaine et qu'elle va vivre malheureusement cette petite guerre qui existe entre le Maroc et l'Algérie depuis des années, et que c'est déjà le bordel dans sa tête. Donc je parle plus de ça, du fait qu'elle soit métisée des deux. Ouais, elle démarre la vie avec un gros problème identitaire, c'est ça? Oh, il y a pire. Oui, non, bien sûr qu'il y a pire. Mais c'est vrai que j'en parle parce que voilà, on est toujours dans. Les Algériens marocains, c'est une histoire d'amour. Hein. Mais peut-être qu'en parlant justement, c'est une façon de vacciner votre fille contre contre cette opposition. On se charrie toujours, même des années après, on se charrie toujours. Il y a toujours ce petit truc entre le Maroc et l'Algérie depuis toujours. Et c'est assez marrant. Et donc voilà, j'ai que ma fille, elle est née avec les deux origines en elle, donc comment ça va être dans sa tête. Et donc j'en parle dans mon spectacle. Mais en vrai, excuse-moi de te couper, là, en vrai, il n'y a pas de différence. C'est les gens qui la font la différence. Oui, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est ça que j'explique. C'est la même. Ce sont les mêmes gens, mais qui n'habitent pas au même endroit. On est à côté, on parle au même endroit, mais culturellement, on est très proches. Au niveau des mentalités, on est très proches. Voilà, mais c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, on est pareil et on s'embrouille sur des trucs, mais nuls, bien sûr, mais évidemment. tellement nuls. Mais est-ce que tu as déjà vu un Algérien parler avec un Marocain de football? C'est incroyable, ça va tellement loin qu'à un moment donné, ils parlent à un moment donné. Une fois, j'ai eu des amis. C'est comme le PSG et l'OM. Ouais, mais ça parlait foot, Maroc-Algérie, et on a fini par parler de gaz et de pétrole. Et non, mais on est parti. Oui, ça n'a aucun sens. On est parti d'un mais est-ce que c'est quelque foot, chose? en fait. Est-ce que justement, il n'y a pas soit un sketch, soit une chanson à écrire sur cette opposition Moi, j'en parle. Je peux me permettre. J'en parle parce que je me dis, en fait, ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est pour ça que des fois, je vanne, vous vannez sur ça. Et en fait, les gens, ils sont spectateurs de notre embrouille nulle. Et au lieu de se soutenir et d'être ensemble, on est en train de se prendre la tête pour des conneries. D'ailleurs, on disait que vous étiez animateur radio. On peut citer la radio. C'est Beurre FM qui est écouté par des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et même au-delà. Et des Français aussi, d'ailleurs. Les deux Marocains dans tout le staff Beurre FM. Donc voilà, nous, on vit le truc normalement. Et vous ne mangez pas dans la même pièce que les autres, c'est ça? Non, par contre, je parle pas avec eux. Je parle pas. Non, j'exagère. Voilà, je parle de cette petite guéguerre. On va dire entre guillemets, quoi, ce petit taquinage qui est entre nous. Alors, en tout cas, il y a vraiment lieu de faire une chanson. Bah oui, pourquoi pas? C'est prévu. Pour réconcilier tout le monde. Alors, pour réconcilier, je ne pense pas avoir la prétention de pouvoir réconcilier les gens, parce qu'il faudra d'abord qu'ils aient envie de se réconcilier eux-mêmes. Mais en tout cas, il y a un vrai truc à aborder, ouais, parce que c'est réel, hein, comme. Parce qu'il y a des familles en fait autour de ce problème-là. Après, on passe à autre chose, mais autour de ce problème, il y a des familles au milieu qui souffrent. Moi, je sais que je suis originaire d'Oujda, du Maroc, qui est une ville à la frontière de l'Algérie. À 14 km exactement. Voilà, tu en sais mieux que moi. Cette ville qui est donc à la frontière de l'Algérie, ces Marocains qui sont très proches de l'Algérie, ces Algériens qui sont très proches du Maroc, ont été séparés à un moment donné à cause de la fermeture des frontières, parce qu'on ne peut plus, il faut savoir qu'on ne peut plus aller du Maroc en Algérie et de l'Algérie au Maroc. Oui. Voilà. Et c'est des familles entières qui sont divisées. Donc il y a un vrai problème au-delà du fait qu'on charrie entre nous. Il y a des gens qui souffrent de ça, et partout dans le Maroc, parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu ce conflit-là et qui vivent encore au Maroc ou en Algérie. Donc, bon, alors, Tariq, on vote pour une chanson pour réconcilier les Algériens, les Marocains. Moi, je vote mais à 100%. Moi, je suis très très fier que ma fille soit marocaine et algérienne. Très fier. Vraiment. Très bien. Alors ça c'est dit. Et alors justement, concurrence entre les peuples. Moi, il y a une question quand on est un artiste comme ça, dont la carrière monte comme ça, commence à prendre de l'ampleur et commence à avoir une certaine consistance. Est-ce qu'il y a une certaine concurrence alors entre chanteurs, chanteuses, entre stand-uppers, ou est-ce que c'est une grande famille et tout le monde s'aime? On peut aussi s'aimer en apparence et puis avoir des... Déjà, first, il n'y a pas de concurrence, parce que chacun a les capacités qu'il a et a le parcours qu'il a et la chance qu'il a et l'énergie qu'il a et qui lui donne accès ou pas à certaines choses. Et est-ce que tout le monde est ami? Non.
Ouais, ce serait après, faut- hypocrite Non, de ça le c'est dire. autre chose. Mais non, si je vous parle de ça, c'est effectivement parce que quand on voit les fameux talent shows, alors c'est plus vrai dans le domaine de la musique que dans des trucs multi-talents comme Incroyable Talent. Mais c'est vrai quand on se rappelle les talent shows type la Star Academy, Popstar, etc. Arrivé à un certain moment où les gens doivent un peu vivre ensemble, c'est vrai qu'en off, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'autre, etc. Ah oui, c'est le cas. Est-ce que c'est la pression de la télé où là ça devient peut-être un peu trop télé-réalité et plus assez talent show qui fait qu'il y a cette espèce de concurrence et qu'on commence à tailler des croupières aux voisins, ou est-ce que bon, c'est quelque chose qui n'existe pas ça après une fois qu'on est dans le vrai métier quoi. Non, ça, c'est quelque chose qui existe réellement. Après, on va pas mentir aux téléspectateurs qui regardent, hein, comme elle le disait. Non, on n'est pas une famille, c'est pas vrai. Ma famille, c'est mes parents et mes frères et sœurs, c'est ça ma famille. On n'est pas une famille. Après, moi je parle pour la comédie. Nous, c'est peu de place pour beaucoup de prétendants. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, effectivement, on devient, sans le vouloir, des concurrents. Mais après, tu as la concurrence saine et tu as la concurrence Exactement, malsaine. tout à fait. Moi, je sais qu'avec Nawel, on est très souvent en concurrence sur pas mal de trucs. Mais c'est sain parce qu'on est des amis, en fait, avant toute chose. Je sais qu'avec beaucoup d'autres humoristes, on est des potes. Et c'est vrai que moi, je me suis déjà retrouvé dans des derniers carrés de casting avec 3 potes à moi. Alors effectivement, on ne peut pas dire que je te souhaite de l'avoir parce que Donc t'aimes là, bien des moi. oui, castings bien pour sûr. intégrer une Pour troupe, un show, pour pour un que ce film. soit pour une troupe. Parce que un vous avez fait show. quelques films aussi. J'en ai fait 2. Oui, c'est ça, c'est tout pour moi, de Nawel Madani, de Nawel justement, Madani et Coexister de et Fabrice Coexister. Eboué. Et la différence, c'est que tu vois, comme quoi, c'est vraiment, on est vraiment sur du professionnel, c'est que Coexister, Fabrice m'a appelé parce qu'on est amis avec Fabrice. Et Nawel, elle m'a casté. Donc, alors que c'est ma pote, elle aurait pu me donner le rôle et me dire tiens, je te le donne, il n'y a pas de casting, rien. J'ai fait un vrai casting avec d'autres potes à moi, comédiens. Et donc voilà. Donc à un moment donné, soit c'est sain, et à ce moment-là, ça passe crème si c'est toi qui as pris. Au moins, ça vous donne une légitimation, une certaine crédibilité. Elle ne vous a pas pris parce que vous étiez pote, mais parce que. Parce que elle pense que je méritais le rôle. Mais effectivement, j'ai fait un casting. Pourtant, c'est ma pote, elle est réalisatrice du film. Et j'ai été casté. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a la bonne concurrence et la mauvaise concurrence? Voilà, à voir. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Par exemple, la troupe du Jamel Comedy Club, on est 40 et ils en prennent 15 pour l'émission. Et donc, Ouais, 40, je suis ami avec plein de gens. Ouais, Et beaucoup d'appelés, très peu d'élus quand et même. voilà, et à un moment donné, soit c'est dans le bon état d'esprit, Ouais, soit c'est c'est ça. dans un mauvais état d'esprit. C'est Et vrai. moi, je sais que j'ai des amis qui disent si je suis pas pris, c'est que c'est pas mon heure. Et j'ai des amis qui ont été pris sur des saisons Ou que j'ai- après. ou que j'ai pas été bon, peut-être Où qu'il y a j'ai pas aussi été bon, mais de on remise en peut ne question. pas être bon sur des castings. Moi, j'ai pas été bon sur des castings, on m'a pas pris. Et c'est des très bons potes à moi qui ont été pris à ma place. Mais j'ai aucun problème avec ça en fait. C'est juste, est-ce qu'on est dans une bonne vibe ou une mauvaise vibe? Mais pour moi, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui galèrent aussi. C'est qu'à un moment donné, l'état d'esprit, l'énergie positive que tu mets dans ton travail t'apporte des opportunités. Et si tu es jaloux, Si on envieux, est un peu aigri, on peut etc., pas réussir dans ce en fait, métier. les gens n'ont pas envie de travailler avec toi. Et puis sans même le dire et en faisant semblant, il y a une énergie qui ment pas. À un moment donné, ça se voit. Tu finis par être grillé. Donc, Alors, on parlait des participations de Tariq à plusieurs films. Alors, vous qui avez plusieurs cordes à votre arc, Diez, parce que quand on voit vos clips, hein, on en a vu 2 déjà, c'est vrai que c'est assez mis en scène. Vous jouez un peu un rôle, hein, vous jouez la comédie dans vos clips un petit peu. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a donné des envies d'aller plus loin et peut-être pourquoi pas un jour faire un peu de cinéma ou une fiction ou autre? Alors oui, j'ai toujours eu très envie de faire de la comédie, mais j'essaye de faire les choses par étapes. en Oui, fait. Voilà. pas la charrue avant Voilà, les bœufs. pour l'instant, je suis concentrée sur mon projet musical et j'essaye de mener à bien les choses. Et une fois que ce sera bien installé, à ce moment-là, je penserai à faire autre chose. Ouais. Bon. Enfin, en complément en tout cas, sans forcément lâcher la musique. Mais voilà, quand on en parlait tout à l'heure, moi, je pense que j'ai pas assez d'une seule vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire tellement de choses et je pense que j'ai les capacités de faire pas mal de choses. Et j'essaye de profiter de la vie T'es jeune encore. le plus possible. Pas si jeune que j'en ai l'air. D'accord. On ne dévoilera rien aujourd'hui. Non, on dévoile pas l'âge, mais Et non, le stand-up, de rencontrer Tariq, ça vous a et de l'entendre parler un petit peu Non, mais c'est génial, de son parce qu'il a un travail, ça super vous donne état envie, d'esprit. ça vous donne envie peut-être Ah, de mais faire du stand-up. moi j'adore rire, alors je fais rire tous mes amis. Alors, je ne suis pas une stand-upeuse. Ah, mais vous faites pas exprès, alors c'est ça. Hein. Ouais, non, c'est naturel. Non, Bah, non, écoutez, non, on va voir, c'est, peut-être que c'est ça va vous donner encore plus extraordinaire, envie ce qu'il fait. de faire de la comédie. On va regarder un autre extrait de Tariq. Yeah. Ça fait des droits
droits d'auteur. Ah, de chacun. un autre extrait de Tariq donc, dans un de ses spectacles où vous taillez encore un petit peu le public. Mettez pas le passage que je veux pas qu'on mette. Hein. Non, non, va vous inquiétez pas. Vivant, hein. On fait ça de manière bienveillante. On regarde ça tout de suite. Arrête, j'ai que 6 minutes, calme-toi. Moi, j'ai failli partir en pas de danse et tout. Ça va, Bobino? Ça va? Non mais faut y aller là, faut se lâcher, ça va ou pas? Yeah, super, il y a des blagues ce soir. J'avais vu à l'entrée, vous inquiétez pas, j'ai vu. Il y a des rebeux? Doucement les gars. On se cache dans la mêlée, hein, tranquille, on bouge pas. Il y a des blancs? Allez. Ils sont là, il y en a, il a dit, oui, on est encore là, hein, c'est chez nous, là, tu vois, comme, tu sais, il est perdu, il a dit, non, mais pourquoi, il y a des noirs, et nous? Oui, bah, oui, si vous êtes encore chez vous. De toute façon, de toute manière, s'il y a un problème, le feu ou quoi qu'est-ce, on parlera que de vous. Hein. Les autres, ils ont pas à avoir des cartes, c'est des cartes d'étudiants, on leur a fait croire que c'était des cartes françaises, mais c'est... On dira, il y a eu 900 morts, dont 45 Français, le reste, on s'en bat les couilles. Tout de suite. À leur enterrement, il y aura François Hollande, tout ça. Nous, il y aura Ramayad à la mosquée de Créteil. Voilà, c'est tout. Ça va? Qui me connaît? Voilà, c'est très bien, voilà. Au cas où vous aimez pas, je m'appelle Boudère. Alors... Comme ça, c'est réglé. Même ma fille, elle s'est baissée, elle a fait au loin. C'est pas mon père. Je suis content d'être là avec vous ce soir. En plus, j'adore le quartier Montparnasse, c'est une petite boîte à côté très sympa. Je vais vous raconter une histoire. À chaque fois que je passe par là, ça me rappelle ça. Et je vais dans cette boîte et je rencontre une meuf. Et quand je la rencontre, je la ramène chez moi. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, je vais mener un combat sans merci contre toutes ces filles. On a peut-être dans cette salle toutes ces filles qui ont des sourcils au feu de Véleda. Non. Ça, je leur souhaite la mort. Vraiment. Non, faut arrêter ça, faut arrêter. À chaque fois, elle était obligée d'aller dans la salle de bain pour changer d'humeur. Je suis énervé. Elle m'a même fait l'humeur, je réfléchis. On a dormi ensemble, je me suis réveillé avant elle. Le matin, je fais ah, elle m'a dit quoi, mon âne? Je fais non, mais tes sourcils, ils sont sur mon coussin, là, on fait comment, là? En plus, je veux dire, moi, je suis un vrai canard, je suis un vrai romantique quand une meuf vient chez moi. Je suis un condor, je vais vous dire la vérité. Quand une meuf vient chez moi, genre, je tamise les lumières, je mets des pétales de rose au sol, un peignoir en satin, des Santiago, la classe, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais mis du R. Kelly, vous voyez tout ce que c'est R. Kelly? Ouais, R&B américain, genre pied jaloux. Et elle a enlevé R. Kelly, elle a mis du zouk. Faut arrêter ça aussi. Vous voyez tout ce que c'est que le zouk? J'explique pour les blancs. Le zouk. Quand je joue pour vous, de toute manière. Non, les autres, ils vont m'emmener en garde à vue, donc c'est pour ça que je joue pour vous. Non mais, je vais vous dire un truc. Quand une meuf, le zouk, ça fonctionne toujours pareil. Quand une meuf chante, elle raconte l'histoire d'un mec qui la trompe, vrai ou faux? Toujours. Et quand un mec chante, il commence toujours sa chanson par pardonne-moi. Enfoiré de zouker. J'ai rien contre la musique black, mais si on peut parler 2 secondes des Magic System, non. Eux aussi, hein, les 4. Ouais, non, franchement, ils font quoi de septembre à juin? On les voit jamais, même pas un petit zougoulou Noël pour faire plaisir. Non, rien, tu sais, que dalle. Voilà, encore un bon moment avec Tariq sur scène. Ça envoie, hein. Ah, moi, je vous promets, quand je viens vous voir, je me mets pas au premier rang, Tariq. Alors, tu sais quoi? Tu rigoles, mais je ne sais pas vanner mes amis. C'est vrai? Ah ouais, quand j'ai des collègues, des amis, mes frères et sœurs qui viennent, je suis inhibé. C'est ma kryptonite. Mes amis, c'est-à-dire que, par exemple... Parce que le public s'en va, mais la famille et les amis restent. Ouais, par exemple, Diaz, on vient de passer un moment ensemble, c'est bien de voir un spectacle, je peux pas la vanner. Elle les connaît. Elle n'est pas vannable, Diaz. Non, elle n'est pas. Franchement, tout le monde est vannable. Mais je te jure que quand mes amis viennent me voir ou des gens que je connais, je ne peux pas les vanner, je n'arrive pas. Et comment vous choisissez justement vos victimes avec des guillemets sur scène? C'est quoi? C'est un visage, c'est un rictus, c'est un comportement? Tu as peur de léser les gens? Non, mais ça m'arrive. Franchement, de tête, il y a 2 trucs qui me sont arrivés où j'ai vexé des gens. Je m'en souviens parce que voilà, il n'y a vraiment que 2 trucs. Mais non, en fait, c'est même pas. Je cherche même pas des fringues. En fait, je le sens le truc. Je vais sentir et souvent, oui, je vais aller vers la personne qui baisse la tête en fait.
qui va souvent dire oh là là, pas moi. Oui, je vais aller vers toi. Bah, évidemment, oui, Toi, évidemment. tu vois. Mais non, mais bizarrement. À la limite, pour vous laissiez quelqu'un tranquille, il faut presque qu'il lève le doigt en disant moi, c'est ça. Ouais. Non, quelqu'un qui est trop chaud, je lui parle pas, mais quelqu'un qui est plus c'est vrai. Ouais, quelqu'un qui est trop chaud, ça m'est déjà arrivé. Oui, il va vouloir prendre le pourquoi, contrôle, pourquoi c'est ça. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs qui étaient plus drôles que moi, hein, dans le public. Ah oui. Avec des meilleures réparties que moi. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, mais 1 milliard de fois. Ah là, je suis comme un con. Ouais, Et j'ai pas des fois, le mec me vanne et j'ai pas la contre-répartie, quoi. Ah bah faut lui dire viens sur scène, c'est ça. Il y a rien à dire. Non, mais maintenant je félicite. Je dis bravo, bien joué, tu m'as eu. Mais je sais Bon, pas. c'est le sniper snipé, on appelle Le ça. sniper, ça. Mais mes amis ou les gens que je connais, j'arrive pas. En fait, ils se mettent au premier rang, je les regarde et je peux pas les vanner. C'est très très compliqué. Et alors quand on est sur scène, Diaz, avec un public et qu'on chante, c'est sûr que comment dire, ça donne moins de possibilités d'interactivité à la manière de Tariq. C'est-à-dire que vous pouvez pas jouer avec le public, mais vous le faites quand même. C'est-à-dire quelle technique on a pour communiquer avec le public quand on chante? Mais le rapport, il est différent. Il n'est pas direct, mais il est dans l'énergie et dans l'émotion qu'on met. L'émotion, elle n'est pas forcément aller toucher le cœur de la personne dans un truc triste. Oui, c'est le cas dans des chansons douces, mais elle est aussi, ça peut être une énergie hyper dansante, positive, faire danser les gens, les faire sourire quand ils adorent la chanson que tu interprètes, ou aller au contraire, comme je disais tout à l'heure, aller les chercher plus dans une chanson très émotive, qui leur rappelle peut-être quelque chose, un moment de leur vie. Donc oui, c'est plus dans l'émotion que dans le rapport direct, en fait. Mais c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable et qui est là. En fait. Bah, c'est vrai que c'est ce qui fait la différence aussi entre des gens qui dégagent, les artistes qui vraiment dégagent quelque chose sur scène. Puis tu as des artistes, on connaît, hein, tu as des artistes qui sont très connus, qui ont fait des carrières extraordinaires, mais sur scène, en spectacle, ça rend rien, quoi. Ouais. Tout est intérieur, on va dire. Et c'est justement ce talent qui me fascine, c'est d'arriver effectivement bon, Tariq, lui, c'est direct. Hein, il s'adresse à la personne, il lui parle, la personne parfois lui répond, enfin pas beaucoup. Et voilà. Et donc l'interactivité, là, elle est directe. Mais moi, ce qui me fascine effectivement un petit peu dans le talent des chanteurs, c'est effectivement d'arriver à instaurer un dialogue, une interactivité avec le public en chantant une chanson qui ne leur est pas forcément adressée. C'est vrai que moi, ça me fascine un peu. Franchement, je suis fan des chanteurs et des chanteuses. Moi, c'est quand ils chantent et que les gens reprennent leurs chansons. Moi, j'aimerais bien ça. Ah ouais, c'est fou ça. Hein. Cette émotion-là, je la connais. Nous, on ne reprend pas nos textes, tu vois. Mais j'aimerais bien voir, être 2 secondes dans le corps d'un chanteur, tu vois, pour sentir ce la foule reprend ta chanson. Ouais. Ça doit être impressionnant. C'est un truc que tu as écrit où les gens le chantent à ta place, quoi. Ça doit être là. Moi, j'imagine ce truc-là, ça doit être fou. Alors, je ne sais pas si on arrivera à percer ce secret, mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec tous les deux, le temps passe vite, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Alors, on rappelle vos 2 singles qui sont actuellement sortis, donc Sanek Madi et Matlemch de Diaz, DIE accent grave SE. On les trouve sur des plateformes de téléchargement légales. Voilà, et sur YouTube, donc Diaz, DIE les clips qui sont magnifiques, sur les réseaux sociaux, Instagram. Et oui, non, moi j'invite les gens, des spectateurs de Mandarin TV on affichera vos réseaux sociaux respectifs à l'écran. À venir passer me voir. Et puis alors vous au Paname, le lundi, tantôt en maître de cérémonie, tantôt... J'y suis tous les jours, mais le lundi, c'est vrai que je fais souvent le plateau de 20h, mais sinon tous les jours quasiment au Paname. Sinon, mais je joue dans Paris tous les jours, donc on peut retrouver tout sur mes réseaux sociaux. Est-ce que l'URSSAF sait que vous travaillez 7 jours sur 7? Non. Non, voilà. Non, mais voilà, vous pouvez me suivre sur plein de plateaux. D'accord, et donc bientôt en tournée. Ouais, bientôt en tournée. Et on vous retrouve sur l'antenne de Beurre FM, mais là en tant qu'animateur. Tous les jours de midi à 14h. 12h, 14h. 21h à minuit. Super. Pour une émission hip-hop, tiens, on va parler de toi. Ah. Ça y est, voilà, je sais pourquoi on va parler. Bah voilà, ça d'accord. Okay. Bon alors ça, on terminera juste après. On terminera juste après le générique. Vous pourrez en parler parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Merci en tous les cas d'être venu nous parler de vos métiers. Super. Et j'espère qu'on comprend mieux un petit peu l'après talent show et comment ça évolue. En tous les cas, apparemment pour vous, ça va très bien. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.